Bonjour et bienvenue sur Médien TV. Ramadan Moubarak à vous à l'occasion du début aujourd'hui du mois de jeûne pour les musulmans du monde entier. Tous nos meilleurs vœux. Le monde donc qui célébrait hier la journée mondiale de l'eau. Selon l'ONU, 26% de la population mondiale n'ont pas encore accès à l'eau potable. C'est dans ce cadre que la conférence de l'ONU sur l'eau s'est tenue à New York. Le Maroc en a profité pour présenter sa stratégie de gestion de l'eau alors que le Royaume a connu l'année dernière sa pire sécheresse depuis plusieurs décennies. Avec notre invité, nous allons faire le point sur le stress hydrique au Maroc et cet invité, donc, c'est le professeur Abderrahim Ksiri. Il est le président de l'Association des enseignants des sciences de la vie et de la terre. Bonjour à vous, professeur. Bonjour. Alors, tout d'abord, Ramadan Moubarak à vous. Je le disais à l'instant, selon l'ONU, 26% de la population mondiale n'ont pas accès à l'eau. C'est un chiffre extrêmement préoccupant qui a été donc dévoilé à l'occasion de cette conférence sur l'eau. Alors, qu'est-ce que cela inspire, professeur? Oui, ça indique que vraiment, malgré le développement technologique, malgré les transformations industrielles énormes qu'a connues l'humanité, les éléments de base pour la population mondiale qui ne cessent d'augmenter, on a atteint 8 milliards en novembre dernier, et ben, une grande partie de cette population est en train encore de chercher les éléments de survie, à savoir l'eau, à savoir une eau pure, à savoir une alimentation de qualité. Et tout ça, ce sont les exigences vraiment basiques pour la vie d'un être humain. Et donc, ça veut dire que le développement reste encore très déséquilibré et il ne focalise pas sur les éléments de base de l'humanité. Et donc, les objectifs de développement durable qui ont fixé pour le premier objectif 2030, c'est d'éradiquer la famine, d'éradiquer la pauvreté, d'essayer de permettre à toute la population d'avoir un accès équitable aux ressources, n'a pas pu réussir. Et donc, il faut absolument revoir complètement le modèle de développement au niveau mondial et le revoir au niveau national pour qu'il s'adapte en fonction des capacités des écosystèmes naturels, mais aussi qu'il permet de respecter ces ressources et de les partager de préserver et les partager de manière équitable. On va revenir tout à l'heure sur la situation au niveau mondial, mais pour la comprendre, on va prendre le cas du Maroc. Ça permettra de mieux comprendre les choses. Je le disais, le Maroc a connu l'année dernière l'une des pires sécheresses depuis plusieurs décennies. Cette année, la situation semble s'améliorer, mais très très modestement, parce que les retenues des barrages ne dépassent pas les 35% à l'heure où on parle. Alors, pour ce qui est du Maroc, qui a présenté d'ailleurs sa stratégie de gestion des ressources hydriques, pour ce qui est du Maroc aujourd'hui, quel état des lieux qu'on peut faire par rapport à ce stress hydrique-là? Oui, le Maroc, il matérialise parfaitement ce qui se passe à l'échelle mondiale. C'est d'abord un pays qui a un climat extraordinaire, méditerranéen, qui a toutes ses ressources au niveau du pays et qui a fourni beaucoup d'efforts pour avoir cette possibilité de disponibilité de l'eau pour toute la population urbaine et plus de 97% de la population rurale. Et ces efforts, ils ont donné les fruits. Mais les changements climatiques très sévères, dont la responsabilité, bien sûr, elle est celle des pays émetteurs, les plus grands émetteurs à l'échelle mondiale. D'abord, c'était les pays développés, les États-Unis, l'Europe, etc. Mais maintenant, c'est la Chine, c'est d'autres pays, l'Inde, etc. Donc, un ensemble de pays qui ont un modèle de développement basé sur les ressources fossiles, c'est eux qui provoquent un déséquilibre, mais vraiment très dangereux à l'échelle mondiale. Tous les courants hydriques, tous les courants océaniques et les courants d'air, sont perturbés. On voit que la sécheresse touche même les pays les plus développés, les pays d'Europe, les pays du Nord. Et le déséquilibre, il a touché parfaitement le dérèglement et impacte le Maroc comme tous les autres pays. Ce dérèglement, maintenant, on le vit
de manière très forte. On le voit l'année dernière, la sécheresse, elle était très forte. Même la France, elle n'a pas eu de précipitations pendant l'hiver, pendant plus de 4 semaines d'hiver. Donc, eux aussi, ils sont en train de gérer la rareté dans certaines régions. D'abord, donc le Maroc, qui a ce savoir-faire de gérer la rareté, il a pu, grâce à la politique des barrages, pu avoir un stock extraordinaire, mais malheureusement, la gestion et la gouvernance de l'eau, non pas uniquement pour l'offre, mais surtout pour la demande et surtout aussi pour la qualité et la lutte contre la pollution. Là, c'est le point faible de la politique marocaine. Et là, c'est pourquoi le discours de Sa Majesté, il est allé directement sur l'économie, sur la réduction de la pollution et la dépollution, la réutilisation, sur la facturation et avoir un prix réel de l'eau, ça c'est essentiel, mais aussi sur le stockage. Oui, il faut continuer pour la politique de barrage parce qu'il nous donne 19 milliards, il peut aller jusqu'à 24 milliards, c'est ce qu'on est en train de faire, mais pour les grandes villes, surtout du littoral, pour assurer une stabilité économique de cette population pour le potable, il a fallu avoir une politique de construction de 20 stations de dessalement qui peuvent nous donner 1 milliard de mètres cubes. Et donc ça, c'est pour rassurer et pour ne pas perturber cette vie économique, cette vie sociale dans les grandes villes du littoral. Mais en même temps, alors, professeur, oui, c'est des points, on va aller point par point. On voit cette situation vous dites, le Maroc a cette habitude de gérer la rareté, cette rareté qui semble maintenant être une certaine donne quand même. Mais ce qui est un peu frappant, c'est qu'on a vu des pays, par exemple, dans le Sahel, où cette année, on a connu des pluies, en tout cas l'été dernier, on a connu des pluies qui n'avaient jamais été vues depuis plus de presque 60 ans, depuis les indépendances. Tellement les pluies ont été abondantes, ce qui a résulté à pas mal d'inondations et autres dégâts sur le plan des infrastructures. Alors, aujourd'hui, comment expliquer un peu ces caprices, entre guillemets, du climat par rapport aux prévisions qui peuvent être faussées ou à cette rareté qui peut-être des fois est attendue mais qui ne se pointe pas? Comment expliquez-vous en fait ces incohérences climatiques? Oui, comme on l'a dit, le GIEC, dans tous ses rapports, et d'ailleurs le dernier qui vient d'être publié, ils ont été dans la même logique. Ça fait maintenant 27 ans, et on aura la COP 28 très prochainement, ça fait depuis la COP 1 jusqu'à la COP 27, ils n'arrêtent pas depuis 27 ans d'alerter que lorsqu'il y aura des règlements, ils ne peuvent même pas prévoir quelles sont les conséquences, c'est-à-dire en cascade de ce dérèglement. Et c'est ce qui se passe maintenant. Ils n'arrivent même pas à prévoir les changements climatiques. On a vu en France, il y a eu de la grêle avec une forte tempête, mais la météo d'un pays riche, il n'a pas pu la détecter. Ils n'ont pu lancer l'alerte qu'au moment où la catastrophe a commencé, c'est-à-dire. Et donc ça veut dire que le dérèglement, il vient perturber toutes les études et les acquis de la science. Et donc la nature, elle est beaucoup plus forte si jamais elle est déréglée par rapport à notre niveau de connaissance et notre niveau d'expertise actuel. C'est pourquoi il faut absolument chercher les solutions basées sur la nature. Il faut absolument retourner à un modèle de développement qui respecte les écosystèmes et leurs exigences de stabilité, d'équilibre. Et donc, il ne faut pas dire que la quantité d'eau est insuffisante. Non, en réalité, elle est suffisante, mais le mode d'exploitation et de production, elle est chaotique. Lorsqu'on voit une population qui augmente, avec des ressources qui sont limitées, et eux, ils n'arrêtent pas d'augmenter. C'est un modèle linéaire. On n'arrête pas de prendre de l'eau. On utilise davantage dans tout, à 85% de l'agriculture, et le tiers de cette eau qui est utilisée, de ces produits qui sont produits, le tiers est gaspillé. Ça n'a aucun sens. Deuxième chose, est-ce que ces ressources, on est en train de planter des plantes qui sont totalement inadaptées? La nature n'a jamais pu les permettre leur développement dans un climat autre que dans d'autres pays. Des légumes et des fruits équatoriaux, on les trouve dans des pays africains sèches. Du cycle de vie de l'agriculture, du cycle de vie de la population, de l'industrie,
On ne peut pas avoir un modèle qui marche lorsque les industriels ils pompent énormément d'eau et le polluent avec des produits chimiques qui sont très polluants et les rejeter avec les eaux usées dans les sols, dans les rivières. Ça En ne tout peut pas cas, marcher. Donc il y a eu des c'est des points règlements. Voilà. importants, professeur, notamment. Je rappelle que le secrétaire général des Nations Unies ne cesse d'alerter à propos de cette pollution, que ce soit des pollutions issues donc, des industries, mais aussi des ressources énergétiques fossiles. Alors, on prenait le cas du Maroc, je pense que vous expliquez en même temps même ce qui se passe au niveau mondial. Je rappelle que le Maroc est en train de célébrer actuellement, depuis le 18, donc on est dans la semaine nationale de l'eau. On est dans la semaine de l'eau au Maroc. Justement, en termes d'activité et de sensibilisation, qu'est-ce qui est en train d'être fait actuellement pour meilleur éveil des consciences concernant la nécessité de bien gérer la ressource hydrique? Oui, vous avez raison, la semaine de l'eau, dans son 4e édition 2023, cette semaine, elle est en train d'être vraiment euh, permettre une grande mobilisation au niveau national. Et cette année, on a choisi de travailler sur les 10 bassins qui regroupent les principales rivières que possède le Maroc. Et ces bassins, on a une centaine d'activités avec une trentaine de visites de l'amont à l'aval, parce qu'il faut suivre le cours d'eau. Chaque point d'eau, il faut le suivre de la source jusqu'à la mer ou jusqu'à l'aboutissement. Et en le suivant, il faut voir ce qui se passe à cette goutte d'eau. Il faut voir comment elle est stockée, comment elle est traitée, comment elle est transportée, puis comment elle est utilisée, comment elle est polluée, puis comment elle est rejetée ou encore épurée et réutilisée. Et on voit que dans nos différents bassins, on a une quantité d'eau. Il faut absolument, lorsqu'on stocke dans les barrages qui restent indispensables, il faut limiter l'érosion. Donc on visite les bassins versants, les groupes dont 32 visites qui sont dans les bassins. Ils vont visiter avec les agences de bassins qu'on remercie infiniment, avec l'ONE, avec d'autres acteurs institutionnels. Il y a des universitaires, des jeunes scolarisés, des citoyens et des partenaires vraiment qui visitent avec des agences, des opérateurs, les RADEMA, les LIDEC, etc. On visite les stations. Et donc cette visite, qu'est-ce qu'il leur permet de comprendre? De comprendre que l'eau, il a un coût. Il a un coût pour être stocké, un coût pour être traité. Et lorsqu'il passe à l'agriculture, c'est bien. Mais lorsqu'on nous vend un kilo de tomate, il faut se demander est-ce que le kilo de tomate a intégré le prix réel de l'eau? Sinon, nous, on croit que l'agriculture est en train de gagner en exportant, en vendant, mais en réalité, le coût est beaucoup plus cher parfois que le prix de vente. La même chose lorsque l'eau entre dans la ville. Comment on l'utilise? L'industriel, lorsqu'il produit des produits chimiques, il croit qu'il a gagné. Mais en réalité, ce produit chimique qu'il nous a vendu, qu'il a vendu à d'autres, il finit dans l'eau de rivières, dans l'eau des nappes phréatiques. Et donc, lorsqu'il termine là, il faut se demander, et c'est ça ce qu'on fait, on fait des visites pour voir que les stations d'épuration. Les stations d'épuration, ils coûtent trop cher et on a peu de stations. Et parce que les produits chimiques, il n'y a pas la loi de l'économie circulaire encore, il n'y a pas la loi d'anti-gaspillage qui sont devenues urgentes au Maroc, ces lois en leur absence, l'industriel n'intègre pas le prix de la dépollution. Et elles vont un produit chimique qui n'intègre pas. Et après, c'est toute la population qui est en train de payer un produit que la majorité de cette population n'utilise pas. Donc, il faut absolument qu'il y ait pollueur-payeur et qu'il y ait la responsabilité élargie des pollueurs. En tout cas, voilà. Sur le plan réglementaire, donc, il y a des choses à faire bouger. Mais il y a une région quand même assez spécifique, une région agricole, mais qui inquiète. Je parle du Souss, où on sent que, en plus de la rareté des pluies, la nappe phréatique est extrêmement entamée. On parle même de salinisation des eaux de la nappe phréatique. Alors, à quoi est-ce qu'il faut s'attendre dans cette région-là, par exemple? Oui, la région de Sousse est l'exemple qu'il faut vraiment enseigner dès l'école primaire au Maroc. Il faut absolument qu'il y ait... on n'a pas fait le suivi de la nappe. Il y avait une très belle nappe, mais on a fait une agriculture intensive d'exportation. Et cette agriculture, la nappe était à 10 mètres. Elle est devenue à 300, 400 mètres. Et après, lorsqu'il a été
vraiment desséchés, on est allé vers le dessalement de mer, on est allé vers des barrages où l'agriculteur, il paye. Donc, il a commencé à payer pour poursuivre son activité. Et ils ont délaissé la partie où il y avait surexploitation et c'est le désert qui s'est installé. Maintenant, ils font des contrats de nappe. Malheureusement, les contrats de nappe ne marchent pas au Maroc parce que c'est encore volontaire et parce que les agriculteurs, ils croient que l'eau, elle est gratuite. Et donc, il suffit de creuser. Et même les subventions de l'État, ils ont encouragé, ça a été dit par le ministère de l'Environnement et le ministère de l'Intérieur, plus de 93%. Donc, on n'arrivait même pas à les recenser. Donc, la police de l'eau, ça n'a pas marché. C'est pourquoi on a développé un projet qu'on appelle GIR, Gestion intégrée des ressources en eau, avec l'Union européenne, dans les Oasis. Qu'est-ce qu'il dit? On forme les gens pour comprendre au niveau local les ressources qu'ils ont, au niveau du bassin les ressources qu'ils ont, et comment ça marche. Et cette compréhension leur permet de savoir quels sont les choix. Et ils entrent en contact direct avec les acteurs institutionnels et territoriaux. Ils comprennent et ils font ce qu'on appelle un plan de GIR. Et ce plan de GIR, il permet d'avoir un consensus. Et le meilleur surveillant, ce n'est pas les 10 ou 15 ou centaines de police de l'eau qui n'arrivent même pas à couvrir l'un quart ou l'un dixième du territoire, mais c'est la population qui peut faire ça. Une sensibilisation donc au niveau populaire. Ouais, donc une mobilisation au niveau populaire. Je pense que le message est bien passé, professeur Abderrahim Ksiri. Je rappelle que vous êtes le président de l'Association des enseignants des sciences de la vie et de la terre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et encore une fois, très bon Ramadan à vous, professeur. Merci à vous. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée et bonne suite de programme sur Médien TV.